Bonjour, vous m'entendez? Bon, c'est un très grand plaisir. Merci pour cette intro. C'est un très grand plaisir pour moi d'être parmi vous à un moment qui est vraiment important dans l'histoire de l'IA. Donc, je suis ravi de voir que le forum DSI a choisi comme thème The Future is Now for AI for Africa. Et effectivement, il se passe des choses fantastiques. Donc, moi, je suis à la fois un chercheur en IA, mais aussi un PDG. Et donc, pour cette audience, je suis ravi de voir beaucoup de directeurs, de DSI qui sont présents parmi nous. Le but, c'est vraiment de vous donner une sorte de résumé, une perspective sur ce qui se passe en IA aujourd'hui, sachant qu'il se passe beaucoup de choses. Donc, c'est difficile de voir où est le signal par rapport au bruit. Et il y a beaucoup de hype et en même temps, il se passe des choses absolument extraordinaires. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est un petit peu un résumé de ce que je pense être important. Donc, c'est une perspective, je dirais, presque personnelle sur le sujet. Et on pourra bien entendu en discuter. On laissera un petit peu de temps pour questions-réponses. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va discuter des LLM, donc les modèles de langage, de leurs limites, de ce qui se passe et surtout de notre perspective sur le futur. Donc, à travers cette présentation, je vais vous donner quelques principes importants. Certains, vous les connaissez, j'espère certains seront intéressants en termes de nouveautés pour vous. Donc, le premier principe, c'est que l'IA, c'est une exponentielle, mais en réalité, il y a trois drivers exponentiels de l'IA. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien entendu, c'est des choses que vous connaissez. Les données croissent de manière exponentielle. La puissance de calcul croît aussi de manière exponentielle. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont les modèles. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce slide, c'est le fait que, voilà, si j'arrive à pointer, vous avez une innovation sur les modèles qui est absolument extraordinaire et qui permet de vraiment d'accélérer encore plus vite. Donc voilà, donc l'IA, c'est une énorme boule de neige qui est en train d'accélérer. Donc en termes de données, je vais juste donner un exemple concret. Le coût du séquençage du génome humain. Si on voit au début des années 2000 avec Craig Venter et voilà, le Human Genome Project, ça avait coûté plus d'1 milliard de dollars de faire le séquençage d'un génome humain. Aujourd'hui, on est à 200 dollars et on sera bientôt à 100 dollars. Donc, il y a une explosion exponentielle de données. En fait, le prix baisse même plus vite que ce qui baisserait s'il suivait la loi de Moore. Donc, vraiment, c'est en train d'avancer extrêmement rapidement. Donc, il y a une avalanche de données. Et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, ça aurait été un problème, mais ça n'est plus un problème avec les moyens modernes d'IA dont on va parler dans une seconde. Donc ça, ce sont sur les données. Ce qui est intéressant sur la puissance de calcul, c'est, voilà, vous connaissez tous la loi de Moore. Ça fait longtemps qu'on nous dit que voilà, la loi de Moore a atteint ses limites. Moi, quand j'étais étudiant à Polytechnique, on disait déjà que la loi de Moore avait atteint ses limites. C'était il y a longtemps. Et la réalité, c'est que la puissance de calcul continue à croître de manière exponentielle. Donc, on parle d'à peu près un doublement tous les 2 ans sur la loi de Moore originale en termes de compute. Ce qui est intéressant, c'est que les méthodes changent. On est en train de passer à tout ce qui est quantum computing et autres. Mais si on voit les limites fondamentales, jusqu'à quand on peut continuer comme ça, la réalité, c'est qu'on a encore un potentiel de jusqu'à 200 ans d'accroissement exponentiel. Donc, nous sommes qu'au départ de l'aventure. Ça, c'est important à savoir. Par exemple, on y a aujourd'hui sur les modèles déployés à très grande échelle, la taille des modèles, la puissance de calcul qui est déployée double tous les 6 mois. C'est même beaucoup plus rapide que la loi de Moore. Donc on est face à des améliorations extraordinaires. Et ça sont des choses que vous connaissez. Peut-être plus intéressant, c'est l'amélioration de l'efficacité de l'IA. Donc l'IA, ce n'est pas juste, OK, j'ai plus de données, j'ai plus de modèles, c'est aussi une amélioration fondamentale des algorithmes. Donc ça, c'est une étude faite par OpenAI qui est super intéressante. Vous voyez, par exemple, si on prend un modèle de vision comme AlexNet en 2012, aujourd'hui, en fait, vous pouvez développer un modèle de vision qui est aussi bon que AlexNet, mais avec 45 à 50 fois moins de puissance de calcul. Donc l'efficacité des modèles, et par efficacité, on veut dire la puissance de calcul nécessaire pour atteindre un certain niveau de performance donnée, en fait, suit elle-même une sorte de loi de Moore et l'efficacité double à peu près tous les 18 mois. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc d'un côté, énormément de données, énormément de puissance de calcul, mais de l'autre,
une amélioration sans cesse de la performance des modèles qui est absolument extraordinaire. Donc, du coup, la vraie question, c'est est-ce qu'on est vraiment à ce moment-là de l'histoire de l'IA ou pas? Donc, est-ce qu'on est à ce moment où les choses vont vraiment décoller d'une manière incroyable ou est-ce que c'est du hype? Et bien entendu, tout ça vient du succès phénoménal au terme sociétal de ChatGPT. ChatGPT, bien sûr, et vous le savez, c'est le moment où l'IA est passée dans le domaine du grand public. Avant, c'était un débat d'experts. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient GPT-3. Par contre, ChatGPT, tout le monde connaît. Donc, c'est un moment important. Et la question, c'est est-ce qu'on est vraiment à ce moment-là de l'histoire ou pas? Et la réponse, on le pense, et ma perspective personnelle sur le sujet, c'est que oui, nous sommes à un moment décisif, nous sommes à une sorte de discontinuité dans l'histoire de l'IA. Et donc, effectivement, on rentre dans ce que j'appelle le super cycle de l'IA. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez vu, en fait, ce sont des choses qui n'ont pas cessé de se dérouler depuis à peu près 2012, depuis la révolution de l'apprentissage profond, le concours ImageNet de vision, etc. Mais la question, c'est qu'est-ce qui change aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on est face à une rupture? Et donc, si je reprends l'idée de triple exponentielle, c'est de dire, voilà, c'est exponentiel de A plus B plus C avec les trois drivers qu'on a dit. Mais qu'est-ce qui est différent? En fait, ce qui est différent aujourd'hui, et c'est peut-être ça la notion, une des notions importantes que je voulais partager, c'est le fait que, en fait, l'IA accélère à présent l'IA. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, bah, on a été sur un cycle classique de développement de machine learning, etc. Mais ça, et ça, c'est très important pour vous en tant que DSI. Aujourd'hui, les moyens très puissants que nous avons à notre disposition, les moyens à base d'intelligence artificielle, vont vous permettre de faire votre travail beaucoup mieux. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si on pense par exemple à l'essentiel du travail que fait, qui est nécessaire pour développer un modèle d'IA, qui est le nettoyage des données. Eh bien, aujourd'hui, vous avez des moyens très puissants pour faire du labeling automatique de données, de nettoyage automatique des données. Donc ça, c'est un papier qui a été une recherche faite par Amazon et des chercheurs qui ont utilisé Amazon Mechanical Turk pour voir si finalement, on peut utiliser des équipes distribuées sur Amazon Mechanical Turk et tout ça pour nettoyer des données, labelliser des données. Mais pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas un moyen de langage puissant comme GPT-4 pour le faire à la place de ces personnes? Donc, si vous pensez à des tâches de résumé, donc text summarization, est-ce que GPT-4, finalement, on ne peut pas le faire mieux qu'une équipe de gens qui font du labeling? Et la réponse, c'est que oui, effectivement, ben, vous pouvez en fait avoir une performance qui est plus consistante, qui est 20 fois moins chère et qui est entre 100 et 1000 fois plus rapide. Et donc ça, c'est un phénomène extraordinairement important. Donc, quand vous voyez une tâche fondamentale pour des équipes qui travaillent avec des DSI, qui est le nettoyage des données, la préparation des données avant des cycles d'apprentissage, en fait, toute cette pipeline va être révolutionnée par les moyens modernes. Pourquoi? Parce que les modèles d'IA ont atteint une telle compétence, et ils comprennent maintenant l'image, ils comprennent le texte, qui fait que ben, finalement, ce qui vous prenait un certain temps va prendre beaucoup moins de temps dans l'avenir. Et donc ça, c'est la première révolution, c'est l'IA accélère les données et la préparation des données. Mais ce n'est pas que ça. L'IA accélère aussi le hardware. Donc si on voit les trois drivers, on avait parlé de données, puissance de calcul à base de nouveaux types de hardware, et on parlera ensuite des modèles. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que nous avons en fait une révolution au niveau du design et conception de hardware. Et à ce titre-là, je suis très fier du travail qui a été fait par une partie de mon équipe à Instadeep autour de ce produit dit PCB. Donc tout ce qui est circuit imprimé, donc circuit imprimé, c'est tout ce qui est électronique que vous avez dans vos téléphones, télévisions et autres. Eh bien, en fait, nous sommes la première équipe au monde, et c'est une innovation tunisienne, à créer un système d'IA qui fait le design des circuits imprimés sans aucune intervention humaine. Et c'est quelque chose qu'on va voir de plus en plus souvent. Voilà. Merci. Et donc, ce que ça veut dire aussi, et Google a fait des choses similaires, mais dans le domaine de chip design, donc sur les circuits intégrés. En fait, vous avez maintenant l'IA qui va pouvoir développer ses propres puissances de calcul et créer une efficacité beaucoup plus rapide. On parle
Concrètement, on parle de au moins un doublement de la vitesse à laquelle les nouveaux cycles de machines arrivent. Si vous voyez par exemple Nvidia, Nvidia avait des GPUs, des A100 GPUs. Maintenant, ils sont passés à H100. La rumeur, c'est que Nvidia, qui est un des grands bénéficiaires de la vague de l'IA actuelle, la rumeur, c'est qu'Nvidia en fait va sortir la prochaine génération après les H100 beaucoup plus rapidement que le cycle classique qui était d'à peu près 3-4 ans pour sortir un nouveau GPU. Donc, de nouveau, là aussi, une accélération. Donc, pourquoi on est à une discontinuité? Pourquoi on est face à ce mur exponentiel de progrès qui arrive très rapidement? Pourquoi the future is now, comme vous avez si bien dit pour l'Afrique? C'est parce qu'il y a cette discontinuité. C'est qu'avant, on avait une habitude de faire des choses d'une certaine manière, c'était exponentiel, mais à une certaine vitesse. Et aujourd'hui, on est face à une accélération absolument extraordinaire. Et c'est pareil, bien entendu, au niveau du développement des modèles. Et ça, c'est des choses que vous avez vues. Les moyens assistants de programmation, de calcul et autres, ben, ce sont des choses qui, à peu près, doublent l'efficacité d'une équipe. Donc, si vous avez une équipe qui va développer un modèle en 2 mois, peut-être qu'avec les moyens d'assistanat à base d'IA, ils vont pouvoir le faire en un mois. On parle d'un doublement de la productivité. Donc, vous combinez tout ça et on est face à un nouveau monde et on est face, je pense, à une très grande opportunité pour l'Afrique. Alors maintenant, ça mène à des progrès extraordinaires. Et là, j'ai mis des exemples de l'an dernier. Le plus intéressant, c'est celui qui est à droite, qui est un- un examen, voilà, c'est extrait d'un examen de Polytechnique, donc mon école en France. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le modèle comprend à la fois le problème d'un point de vue l'image, donc c'est un problème de physique, l'image, le texte, et va sortir token par token la bonne réponse d'un point de vue scientifique. Et ça, c'est des choses, si vous m'aviez demandé il y a 5 ans, est-ce que c'était possible, j'aurais dit que c'est absolument peu probable, et pourtant on y est. Donc peut-être le point clé, c'est de vous dire, non seulement l'IA est en train d'arriver très vite avec une triple boule de neige, mais l'accélération à laquelle elle arrive vient d'augmenter substantiellement. Donc si on reprend l'idée de c'est exponentiel de A plus B plus C, en fait, les paramètres A, B et C, ils ne sont pas constants dans le temps, ils viennent d'augmenter massivement avec le jump de capacité et de potentialité qu'on a eu l'an dernier. Et donc, l'IA nourrit l'IA. Et du coup, bah, on va voir des choses qui sont du domaine presque de la science-fiction dans les années à venir. Ça ne veut pas dire que ces modèles ne sont parfaits. Et donc, je vais vous dire un petit peu, à mon sens, quelles sont les limitations actuelles et qu'est-ce qui va se passer, comment on va sortir finalement du cycle de LLM et qu'est-ce qui vient derrière. Donc, il y a un excellent livre qui s'appelle Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman. Je vous le recommande. C'est sur la manière dont les personnes réfléchissent, voilà, les biais cognitifs humains. Et en gros, ce que ce prix Nobel d'économie décrit, il dit qu'il y a deux manières en fait de réfléchir. On a ce qu'on appelle système 1, qui est la réponse intuitive. Vous êtes en train de parler à quelqu'un, vous avez déjà la réponse, vous sentez que c'est la bonne réponse, etc. C'est le gut feeling, quoi. C'est voilà, on sent que c'est ça la bonne réponse. Donc c'est tout ce qui est instinct. Et vous avez système 2 qui est tout ce qui est réfléchi. Si vous pensez à, vous prenez une table, vous faites une multiplication à plusieurs chiffres sur un papier, vous allez être organisé, méticuleux, plus lent aussi, mais c'est un phénomène un peu plus rationnel, on va dire. Et donc, ben, l'humanité, c'est une combinaison de système 1 et de système 2. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, les LLM, donc les modèles de langage actuels, c'est exactement système 1. Vous leur donnez un input, ils vous sortent un output direct, une inférence d'un modèle qui fait typiquement plusieurs dizaines de milliards de paramètres. Mais en gros, c'est input, output et voilà. Et du coup, c'est ce qui crée des phénomènes d'hallucination où ces modèles ne donnent pas forcément la bonne réponse à la question qui est donnée. Mais du coup, ce qu'on peut améliorer finalement, c'est assez évident, c'est il nous faut un système 2. Il nous faut quelque chose qui réfléchisse avant d'agir, qui prenne le temps d'évaluer plusieurs solutions possibles, voilà, de cogiter avant de vous donner une réponse. Donc ça, c'est une des limites. La deuxième limite, et là je vous ai mis un slide, c'était la manière dont en 1900, les gens envisageaient le futur en l'an 2000. Donc l'éducation en l'an 2000, vue du début du XXe siècle, c'était voilà, tous les élèves sont là, et le professeur met les livres dans la machine, la broyeuse, et tout ça est envoyé directement au cerveau des enfants. Et donc c'était ça l'image de science-fiction de l'époque.
Mais ce qui est marrant, en fait, c'est que, et ça c'est souvent le cas en science-fiction, il y a certains paramètres, certaines choses qui ont un fond de réalité. Ben, en fait, les LLM aujourd'hui, c'est exactement la manière dont ils fonctionnent. Ils prennent tout Internet, images et textes, et voilà, quelque part, tout ça est mâché, broyé, distillé en des poids d'un modèle. Et donc ça, c'est en fait, c'était pas les enfants qui allaient apprendre comme ça, ben, c'était les LLM. Et donc, la limite, c'est quoi la limite de cette approche? C'est que finalement, nous ne sommes en train d'apprendre aux machines comment le monde fonctionne que de par les images et le texte qui est disponible sur Internet. Or, le monde réel, c'est beaucoup plus que ça. Donc forcément, il y a un biais et il y a des limites. Donc ça, voilà, je suis en train de vous lister les limites. Et enfin, c'est le mode opératoire et d'utilisation de ces modèles. C'est vraiment l'oracle de l'Antiquité, hein, la pitié de la Grèce antique. C'est quoi cette question? Voici la réponse, et ainsi de suite. Donc, c'est du Q&A, quoi, questions and answers. Et c'est ça, la manière dont la plupart des gens utilisent ces modèles, ce qui va évoluer. Et donc, je vais vous partager maintenant, et ça, c'est plus prospectif, c'est pour vous donner une idée de, à mon avis, où tout ça va aller. Qu'est-ce qui vient après les LLM? Et ce qui vient après les LLM, c'est cette notion d'agents intelligents qui apprennent en interagissant dans le monde de manière collaborative. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, sur les limitations dont on vient de parler, sur Système 2, mais il y a déjà de la recherche qui est assez extraordinaire. Donc, par exemple, ici, ben voilà, les LLM classiques, c'est input-output sur la gauche, ce que vous voyez sur la gauche. Mais vous avez maintenant plusieurs approches qui sont bien meilleures, que ce soit chain of thoughts, self-consistency of chain of thoughts, mais aussi tree of thoughts, qui est vraiment, j'ai un arbre de réflexion de différentes pensées, et je vais réfléchir plusieurs fois avant de répondre à la question, je vais examiner tous les scénarios, etc., etc. Donc ça, c'est tree of thoughts. Donc, on arrive très rapidement à des systèmes qui sont beaucoup plus avancés. Et si on va un peu plus loin, ça c'est la vision de Yann LeCun de Facebook Meta, ben, une intelligence qui sera d'un niveau humain, ben, finalement, ça sera un système beaucoup plus complexe que ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a input-output ou perception-action dans cet exemple. Mais il y a tout un système de compréhension du monde, de mémoire, de décision d'agir ou pas, et qui apprend en feedback de la réalité. Et donc, cette notion d'agent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système va évoluer en interagissant, donc au niveau de sa mémoire. Et ça, c'est un exemple récent de cette année de AutoGPT. C'est un système très simple qui fonctionne, vous lui donnez une tâche, il va la décomposer, il va changer ses paramètres mémoire pour pouvoir avancer sur cette tâche, mais c'est déjà un agent. Donc un agent, c'est cette notion de j'agis dans le monde et j'apprends en agissant. Donc ça peut être un agent digital, et on va en voir très rapidement. OpenAI va probablement sortir ce mois-ci des agents digitaux, c'est-à-dire qui vont pouvoir se balader sur Internet, faire des tâches complexes, cliquer sur des sites web, etc. Mais c'est vraiment cette notion d'apprentissage en faisant plutôt que d'être statique. La deuxième chose qui est importante, c'est au niveau des modalités. Et ça aussi, c'est une évolution extrêmement importante à laquelle vous devez être très sensible. Aujourd'hui, les LLM, ce sont essentiellement du texte. On arrive bientôt à la vision, qui va être disponible pour le plus grand nombre. GPT-4 va bientôt sortir la version avec vision. Mais au-delà de ça, c'est cette notion de multiples modalités. Le monde réel est très complexe. Et en réalité, on va aller de plus en plus avec des systèmes qui capturent des données de plusieurs modalités. Donc, bien sûr, texte et images, mais pas uniquement. Parole et aussi évolution, interaction avec le monde. Donc, sur cet exemple de Google, ben, en fait, vous avez un robot qui, à la fois, peut interagir, parler avec vous, mais aussi comprendre le monde autour de lui à travers la vision, mais à travers aussi la manipulation. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce concept donc d'embodied intelligence, d'intelligence incorporée, c'est que du coup, ben, le fait d'être dans le monde, ben, on va comprendre des concepts beaucoup mieux. Par exemple, si je vois par exemple le concept de table ou de chaise, ben, il y a une différence entre si vous comprenez le concept qu'en lisant des articles sur Internet ou si vous manipulez une chaise, une table et vous comprenez ce que c'est. Et donc, on arrive très rapidement à des modèles qui ont plusieurs modalités, plusieurs inputs en termes de données, ce qui va ouvrir des perspectives extraordinaires. Une autre évolution sur laquelle nous, on a eu beaucoup de sensibilité, sur laquelle on a fait du travail, c'est cette notion de décomposer des problèmes complexes en plusieurs agents qui vont interagir. Donc, notre vision,
ce n'est pas simplement un monde où vous allez avoir OpenAI, Microsoft, Anthropic, Amazon et Google DeepMind qui vont entraîner les plus grands modèles de l'histoire. On parle de budget en termes de compute, de training qui vont bientôt atteindre le milliard de dollars. Ça va arriver, ces modèles auront des capacités inouïes, mais sur certains problèmes complexes, vous allez nécessiter une collaboration entre plusieurs agents pour résoudre le problème. Je vous donne un exemple concret. À Instadeep, on travaille en fait avec la SNCF allemande et sur un problème de gestion du parc ferroviaire. Donc le parc ferroviaire en Allemagne, c'est 40 000 trains par jour, un problème d'une complexité inouïe qui n'a jamais été résolu avec l'IA. Nous sommes en train de travailler avec eux sur un contrat à longue durée pour modéliser ce problème en le décentralisant à travers différents agents qui vont collaborer. Et donc, vous pouvez résoudre de la complexité en la distribuant, en la rendant un peu plus décentralisée. Et donc, ce concept d'agents qui interagissent, c'est extrêmement important. Si vous y pensez, la civilisation humaine, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Personne ne sait tout. La manière dont nous travaillons, c'est nous avons des équipes d'experts qui se réunissent pour travailler sur un problème. Et du coup, on est vraiment dans un phénomène d'intelligence distribuée. Eh bien, à mon sens, c'est ce qu'on va voir à l'avenir. Et donc, l'enjeu majeur, c'est pour les sociétés, et c'est peut-être un message fort que j'ai pour vous, quelle est l'opportunité pour vous en tant que DSI, pour votre société? Comment rester compétitif dans ce monde de l'IA qui vient, où il y a des géants qui ont des milliards de dollars de budget pour faire des choses qu'une autre société ne pourrait pas faire? En réalité, si vous faites partie d'une société qui est in business, voilà, qui est active, ça veut dire que quelque part, elle a un avantage comparatif. Quelque part, elle a des données précises sur son cas d'usage. Elle a une expertise qui est soit dans le cerveau de ses experts, pas forcément écrite, mais il y a une vraie expertise professionnelle réelle. Eh bien, le but, en fait, ça sera de créer des agents pour chaque société qui reflètent et qui améliorent la compétitivité de l'entreprise. Et ça, c'est une notion très importante. Donc, si vous avez des données brutes, donc le premier cas, là, si vous avez des données brutes, vous avez des modes d'apprentissage en IA qui sont self-supervised learning, l'apprentissage self-supervisé. Vous pouvez apprendre en gros de données brutes et donner un contexte à votre modèle. Mais si vous avez aussi une expertise humaine, des experts qui connaissent très bien votre sujet, qui savent comment la société opère, vous pouvez aussi faire apprendre à un modèle d'IA cette expertise. Et du coup, c'est génial parce que l'expertise n'est pas bloquée dans tel expert, tel expert. L'expertise devient vraiment beaucoup plus distribuée dans l'entreprise. Et comment on fait ça? C'est avec des techniques du type RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback. Donc, c'est cette idée que l'expert, à travers du feedback, va donner progressivement, faire passer le savoir à la machine. Et enfin, c'est tout ce qui est moyen de simulation, moyen de testing. Donc, si vous êtes, je ne sais pas moi, dans le domaine de l'aéronautique, vous avez probablement des simulateurs numériques ou réels très avancés. Ce sont des moyens, des choses qui peuvent être mises au service d'algorithmes d'apprentissage très puissants dans l'avenir. Donc, mon message, c'est que si vous êtes une partie d'une société aujourd'hui, vous pouvez être compétitif dans le monde de demain. Si vous êtes une société africaine, vous pouvez être compétitif dans le monde de demain, mais il faut se concentrer sur les éléments qui rendent votre société compétitive pour commencer. Donc, on ne va pas essayer de battre OpenAI sur un sujet qui n'est pas le vôtre, mais on pourra certainement battre OpenAI sur un sujet particulier sur lequel votre entreprise connaît beaucoup mieux le marché, les clients, que OpenAI. Donc, c'est ça l'esprit général. Et vraiment, c'est cette vision on passe d'une civilisation humaine à base d'experts décentralisés humains à une civilisation homme-machine où les machines finalement vont interagir avec leurs collègues humains, vont apprendre de leurs collègues et vont être aussi une source de compétitivité et de performance pour leurs collègues. Et il y a plein d'exemples, ça c'est un exemple de Google et de chercheurs de Google Stanford qui montrent que même avec les LLM, vous pouvez recréer vraiment une société humaine. Si vous donnez différentes personnes au LLM, c'est un peu comme SimCity, c'est des choses possibles. Et donc, l'avenir, ça sera de faire ça au niveau de votre société. Est-ce que votre société, est-ce que vos équipes seront capables de créer pas juste des LLM, mais des agents, donc des systèmes qui vont interagir dans un environnement complexe, y compris interagir avec leurs collègues. Et si vous pouvez faire ça,
vous avez des très fortes chances d'être parmi les gagnants de cette nouvelle étape. Et donc, c'est un moment extraordinaire parce que finalement, l'IA est accessible et les équipes qui sauront en tirer parti, ben, finalement, vont pouvoir avancer beaucoup plus avec des machines intelligentes qui interagissent avec leurs collègues en anglais ou en français. Et du coup, ben, les équipes qui vont réussir à faire ça, ben, finalement, seront beaucoup plus compétitives et vont réussir dans ce monde où les opportunités finalement sont exponentielles. Et pour partager notre expérience à Instadeep, nous avons démarré Instadeep en tant que bootstrap avec très peu de moyens à Tunis. Mais vraiment, au fur et à mesure, nous avons développé une expertise et une compréhension de non seulement où va l'IA, mais comment tirer parti de l'IA, comment créer des richesses exponentielles à la base de l'IA pour nos partenaires. Et donc, mon message, c'est je ne viens pas d'une base théorique pour vous dire ça. Ce sont des choses que j'ai vues plusieurs fois dans plusieurs cas d'usage. Et le message finalement très positif que j'ai à partager, c'est que nous avons aujourd'hui tous les moyens à notre disposition pour faire de nos sociétés des sociétés performantes. Et il ne faut pas croire que l'innovation se passe uniquement à Silicon Valley ou en Chine ou ailleurs. On est tout à fait capable de relever le défi si on a la bonne stratégie et on se donne les moyens de réussir. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et on va passer à questions-réponses. Je suis sûr que vous avez beaucoup de questions à poser, mais voilà. Donc, j'espère que voilà, on a une bonne base de départ pour une conversation. Donc, Exactement. Est-ce qu'il y a des questions? On peut faire circuler le micro dans la salle. Nous avons des hôtesses. Il faut en profiter. Hein. Merci Karim. Excellente intervention, inspiring, comme on dit. Mais moi, lorsque je retombe dans la réalité de notre administration tunisienne, comment la transformer? Parce qu'une administration, c'est un ensemble d'agents aujourd'hui qui font des tâches simples ou complexes. Et lorsqu'on voit le travail qui est défini pour un agent de l'administration tunisienne, c'est quelque chose que pourrait faire n'importe quel agent aujourd'hui. oui. Sauf qu'il y a un contexte que lorsque vous regardez la réalité, alors comment on va transformer, parce que les gens vont avoir peur, mais comment on peut transformer cette administration avec l'AI? Oui, en fait, transformer l'administration avec l'IA, c'est un très bon cas d'usage. Je dirais que c'est une volonté, c'est une question de volonté. Et quelque part, il faut définir. C'est une question intéressante. Parce qu'elle ouvre tout un débat, en fait. Vous pouvez transformer l'administration, mais du coup, vous allez certainement avoir beaucoup moins de fonctionnaires. Okay, et donc, ça ouvre la question du débat sur est-ce que l'IA, c'est un danger pour les emplois ou pas? Et la réalité, c'est que la vision que j'ai vue se dérouler sur plusieurs fois, et j'étais à un colloque de Davos sur le futur de l'IA. Je suis un des 20 experts internationaux sur le sujet. On a parlé de l'avenir de l'IA et du travail. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez devoir décorréler à un moment l'efficacité de l'administration du nombre de personnes employées dans l'administration. Ce que je veux dire, c'est que dans beaucoup de tâches de l'administration tunisienne ou africaine en général, ben, vous pourriez faire le travail avec LLM beaucoup plus rapidement. Est-ce que ça veut dire pour autant que vous devriez avoir moins d'employés? Pas forcément. En fait, si on fait les choses bien, l'innovation IA, elle est drivée par le secteur privé. Elle crée des richesses qui permettent à l'administration d'être à la fois moderne, mais aussi d'employer des personnes dans des tâches qui ont une forte importance humaine et pour la société. Donc, il y a ce décalage. Mais est-ce qu'on pourrait faire beaucoup plus? Oui, absolument. C'est une question de volonté, mais ça doit faire partie d'une stratégie aussi où on crée des emplois qui ne sont pas forcément des emplois dus à l'efficacité économique, mais qui ont des emplois qui ont une valeur humaine et sociale très élevée. Donc, il faut faire les deux en même temps. Mais effectivement, on pourrait faire beaucoup plus de choses, ne serait-ce qu'un agent pour interagir avec le citoyen. Oui. Dis le mot. Bonjour. Alors, oui. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Alors, ma question, c'est par rapport au LLM dans le contexte tunisien. En fait, est-ce qu'on peut développer un LLM adapté au contexte tunisien, utile à tous les secteurs, non pas par entreprise,
en explorant des datas tunisiennes pertinentes, biaisées, conflictuelles, manquantes, imparfaites, etc. Merci. Oui, absolument. Absolument. Et je dirais que l'obstacle principal, ce sont les données. Mais à Instadeep, on avait travaillé à l'époque, on était un peu en avance sur notre temps. C'était avant qu'on parle d'IA générative et autres. On avait créé Tunebert, qui était un exemple de l'IA dialectale tunisienne. Et en fait, on peut vraiment créer des systèmes performants en Tunisie avec les données tunisiennes. Ce qu'il faut, c'est avoir des initiatives pour consolider les données ensemble, mais d'un point de vue technique, c'est tout à fait faisable. Et j'ai vu quelques startups tunisiennes très prometteuses sur le sujet qui sont en train de s'attaquer à ce problème, donc notamment Reeds et autres. Donc il y a des jeunes Tunisiens qui sont capables de faire ça. Et de nouveau, madame, le vrai obstacle, en fait, c'est une question de volonté. Si on décide qu'on va travailler, on peut faire beaucoup de choses. Je vous donne juste un exemple. Si vous prenez tout le volume d'informations que vous avez chaque jour à la télévision, à la radio, et je vois Wassim Belarbi qui est avec nous aujourd'hui, si vous prenez toutes ces informations-là et vous les capturez, vous allez créer très rapidement énormément de données qui pourront facilement servir à entraîner un modèle. C'est une question de volonté. C'est pas une question de est-ce que c'est faisable ou pas. Oui, c'est absolument faisable. C'est juste une question de travail. Mais au niveau des données, les données existent. Et c'est ça qui est formidable. C'est juste une question de les de manière très célèbre, OpenAI, par exemple, avait attrapé toutes les vidéos de YouTube et avec un système de speech to text, avait créé un corpus de données texte absolument énorme qu'ils ont utilisé pour GPT-4. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec toutes les radios, télévisions tunisiennes, mais aussi africaines? Donc le message, c'est les données existent. Il faut juste aller les chercher et travailler avec des moyens modernes. Et vous pouvez créer des choses formidables en moins d'un an, donc très rapidement. Oui. OK. Personne suivante? Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, j'ai vu que vous étiez parmi les signataires du moratoire sur l'IA. Vous étiez signataire certainement parce que vous avez des appréhensions sur le développement de l'IA. Je ne le vois pas aujourd'hui dans votre exposé, alors je vous demande, est-ce que vous pouvez expliquer votre position par rapport à ce moratoire? Question. Et d'ailleurs, je fais plus que le signataire, en fait, mercredi prochain à Bletchley Park, donc là où a été créé Colossus, le premier ordinateur. Donc, je serai en fait à Bletchley Park mercredi prochain pour le AI Safety Summit qui réunit les 100 experts mondiaux sur le sujet de la sécurité sur l'IA. Donc, comment réconcilier les deux? En fait, nous avons vraiment parcouru des cas d'usage de l'IA, je dirais, déployée, opérationnelle sur des missions concrètes. En fait, j'ai signé le moratoire, la demande de moratoire ou la demande de ralentissement sur l'IA, essentiellement pour sensibiliser les gouvernements au fait qu'à moyen long terme, il va y avoir un vrai risque sur l'IA. Donc, ce n'est pas un risque aujourd'hui. Donc aujourd'hui, si vous voyez tous ces exemples d'usage de l'IA, ça peut être une force de développement économique extraordinaire. L'IA a déjà certains risques, risque de désinformation, risque de fake data, etc. Mais les vrais risques plus civilisationnels viennent plus tard et sont une réalité. Et ce sont des risques qui vont émerger quand on va entraîner des modèles avec 1 milliard de dollars, 10 milliards de dollars de budget. Donc, c'est plus des choses pour l'avenir plutôt qu'aujourd'hui. Et donc, l'IA est une technologie très puissante. Mon approche, c'est d'essayer de capturer les aspects bénéfiques au niveau sociétal et économique, tout en gardant les risques sous contrôle. Et c'est pour ça que, quelque part, les gouvernements doivent se pencher sur la question. Et mieux vaut le faire plus tôt que plus tard. Il y a un truc qui est très, très connu. Quand on parle d'une exponentielle, il n'y a que deux moments, soit trop tôt, soit trop tard.
Donc, mieux vaut être proactif et penser à l'avenir sur ces sujets. Et de nouveau, j'insiste sur le fait qu'on vit une époque absolument extraordinaire. Voilà, Artificial General Intelligence, AGI, l'intelligence artificielle générale, ben, il y a sur certains aspects, les capacités de modèle sont déjà équivalentes à voilà, une personne qui n'est pas extrêmement qualifiée. Des experts humains sont meilleurs que l'IA aujourd'hui, mais plus le temps passe et plus l'IA augmente en compétences. Et vous allez voir l'IA dans 3-4 ans être capable de faire des innovations scientifiques majeures, que ce soit en mathématiques, en physique des matériaux, en biologie, etc. Et donc, il faut préparer un cadre législatif et régulatoire pour ça. On a encore un peu de temps, mais mieux vaut le faire. Mais c'est un moment intéressant. Et en même temps, vous avez cette possibilité de création exponentielle de richesse qui est une réalité et sur laquelle l'Afrique et la Tunisie peuvent vraiment tirer parti. Aujourd'hui, rien ne nous empêche d'être des leaders en IA. Et à travers l'histoire d'Instadip, on a prouvé qu'une équipe africaine pouvait être compétitive. Et donc, c'est ça mon message. Il faut viser très haut et faire partie du monde de demain qui est en train de se créer. Ok, merci beaucoup. On va prendre une dernière question, une avant-dernière question. Merci. Donc, Oui. Le choc des titans. Oui. Oui. Donc, très rapidement, derrière les solutions que vous proposez, est-ce qu'il y a dans les modèles que vous avez, oui, dans les solutions que vous avez présentées, est-ce que c'est le machine learning pur ou bien il y a l'optimisation des techniques d'optimisation qui sont mélangées avec les modèles d'apprentissage? De type voilà, absorption de données avec des systèmes d'optimisation. Donc, c'est un mix des deux. C'est ce qu'on fait à Instadip. Et la valeur va être à l'intersection des deux. Par exemple, quand on parle de distiller le savoir d'une équipe d'experts, vous avez des experts et vous voulez que l'IA apprenne d'eux, ben en fait, c'est un problème de... C'est un problème... C'est-à-dire que typiquement, et ça c'est important je pense pour vous en tant que DSI, vous allez avoir deux process. Un process c'est, voilà, je prends toutes les données de l'entreprise et je fais en sorte que l'intelligence artificielle a une compréhension du contexte général de l'entreprise. Donc c'est l'apprentissage self-supervisé. Mais une fois que vous avez fait ça, ça ne va pas être suffisant et vous allez devoir adapter la machine à certains cas en optimisant ses réponses et notamment avec une interaction dynamique avec des experts. Si vous faites ces deux choses-là, vous allez pouvoir être très compétitif. Okay. Peut-être une dernière question? Oui, devant, il y a une question. Ça marche. Voilà. Mohamed Louedi, je suis enseignant à Liège et Tunis, donc vous pourrez déjà deviner ma question. J'ai entendu Sam Altman, que vous avez cité indirectement plusieurs fois, CEO de OpenAI, dire que viendra un jour, et très rapidement, vu l'exponentialité des expansions que vous avez là, l'intelligence sera pratiquement à un très bon marché. Oui. Étant au centre de ce qu'on appelle les centres de savoir, l'enseignement, je m'inquiète de la manière dont le savoir est en train d'être manipulé maintenant, surtout en voyant le retour que les étudiants me donnent. Et je suis témoin d'une excellente qualité de devoirs remis par les étudiants, d'excellents échanges par courrier électronique écrits par les étudiants qui n'ont pas écrit eux-mêmes. Et donc, je me retrouve, moi, à imposer à mes étudiants de parler à l'oral pour être sûr que ce sont eux qui sont en train de produire le savoir qu'ils sont en train de me débiter. Ce qui m'inquiète, c'est que je suis coupable de passer d'une tradition orale à une tradition écrite à laquelle nous ne sommes pas arrivés en Tunisie, à une tradition digitale que je ne vois même pas encore à l'horizon, et en retour à la tradition orale, pour m'assurer qu'effectivement le savoir qu'on est en train de me débiter est à l'origine même de celui qui est en train de me le débiter. Alors comment voyez-vous l'avenir de l'humanité compte tenu justement de ce savoir qui n'est plus à nous? C'est excellente question. Donc la question de l'éducation, est-ce que l'IA est un atout ou une menace au niveau éducatif?
Et donc, je dirais que je vais vous donner une illustration qui est intéressante. En fait, l'humanité a deux choix. Et on va donner un exemple dans tout ce qui est le domaine du transport. Vous avez deux choix pour l'avenir. À l'avenir, vous pouvez dire, je veux aller de point A à point B. Je vais monter dans une voiture, elle va se conduire elle-même, elle a son GPS, je ne connais même pas la route, je ferme mes yeux, je reste inerte et je me fais guider de point A à point B. Ça, c'est un choix sociétal. Le deuxième choix sociétal, c'est de dire, pour aller de point A à point B, je vais prendre un vélo. Un vélo, finalement, c'est une extension de mes capacités physiques, mais je suis toujours en contrôle. Et le vélo, en fait, c'est un moyen de transport extrêmement efficace. Donc, je maîtrise encore la direction, mais j'ai des outils qui m'accélèrent ou qui me rendent plus performant. Et si vous voyez, en fait, l'efficacité en termes d'énergie dépensée par kilo transporté, le vélo est plus efficace que la marche à pied et que la voiture autonome. Et donc, le vrai message d'un point de vue éducatif, c'est qu'il faut qu'on arrive à créer un système éducatif qui donne envie aux jeunes d'apprendre, qui leur donne envie d'utiliser les moyens très puissants de l'IA, mais pour faire des choses ambitieuses. Donc, si on leur met la barre au même niveau qu'avant, ils vont utiliser GPT-4 et ils vont revenir et ça sera. Donc, il faut mettre une barre beaucoup plus élevée. Moi, une des choses qui me passionne, c'est au niveau programmation. Aujourd'hui, on a une demande pour les développeurs qui dépasse toujours l'offre. On a l'opportunité de créer toute une génération de jeunes Tunisiens, de jeunes Africains qui vont être d'excellents développeurs. Et l'IA est un atout. Donc, il faut leur demander plus pour les pousser. Il faut leur faire des examens oraux. Il faut s'assurer, en fait, qu'ils sont en position de contrôle. Ils utilisent ces outils, mais pour faire plus et en situation de contrôle, plutôt que faire moins et devenir finalement moins performant. Et c'est même pas une question pour les étudiants, c'est une question pour nos sociétés et pour l'avenir de la civilisation humaine. Et donc, tout dépend de ce qu'on fait. Et moi, je suis fermement dans le camp de ceux qui pensent que l'IA, c'est un outil formidable et il faut l'utiliser pour faire des choses qui n'ont jamais été faites. Créer des projets entrepreneuriaux très ambitieux, créer des richesses exponentielles en Afrique. Et c'est peut-être ça mon message. Nous sommes dans un univers de possibilités qui est absolument extraordinaire. Et tout dépend de ce qu'on fait. On peut laisser le train nous passer et laisser d'autres créer le monde de demain. On peut dire non, en fait, on a tous les moyens, on a une jeunesse formidable, on a toutes les capacités pour créer l'Afrique du XXIe siècle, une Afrique qui crée ses richesses, qui fait partie du monde de demain et qui est assise à la table où ça se passe. Et de mon expérience, mon message positif, c'est que c'est possible, c'est une question de volonté, c'est pas facile, mais c'est tout à fait possible. Et donc, il faut qu'on imprime cette dynamique, il faut qu'on soit capable de donner une vision qui nous permette à toute cette jeunesse d'arriver. Et moi, je suis très impliqué maintenant au niveau start-up, au niveau écosystème, je suis ravi d'être là avec vous. Et vraiment, c'est une question de volonté, at the end of the day. La richesse exponentielle qui est créée par ces systèmes est une opportunité pour l'Afrique, beaucoup plus que des ressources finies, beaucoup plus que le travail le travail non qualifié qui va très bientôt ne pas être performant économiquement parce que les robots le feront. Et donc, on doit vraiment évoluer dans nos modèles économiques, mais la réponse positive, c'est que c'est possible. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ça sera la dernière question parce qu'on doit enchaîner après sur la suite du programme. Donc, waouh! Alors là, vous allez... C'est vrai qu'effectivement, on n'a pas beaucoup sollicité l'arrière de la salle aujourd'hui. Oui. Bon. C'est bon. Oui. Bonjour, Ibrahim Top, DSI Groupe Média au Sénégal. Alors, vous avez parlé du futur de l'intelligence artificielle. Moi, ce qui m'intéresse tout à l'heure, vous avez parlé en point essentiel à propos du développeur. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'entre novembre 2022 et début janvier 2022, Google a viré 22 000 développeurs à travers ses compagnies. Oui. Voilà, exactement. Alors, vous avez mis l'accent sur le fait que
euh, les développeurs doivent être beaucoup plus performants dans la maîtrise de l'IA. Pourquoi ne pas parler un tout petit peu de cet aspect revers de la médaille que l'IA présente aux développeurs? Parce qu'aujourd'hui, le développement, grâce à l'IA, on n'a plus besoin d'un programmeur, d'un codeur. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, ce qui m'étonne aussi dans tout ça, c'est le fait qu'on parle d'intelligence artificielle. On sait qu'à la base, c'est l'homme qui programme. C'est les algorithmes qui sont écrits. On essaie de voir une intelligence à travers des suites d'instructions qu'on inculque vraiment aux ordinateurs. On essaie de rendre le code source beaucoup plus performant pour que quelque chose puisse se produire. Est-ce que ce serait un tout petit peu paradoxal de voir un tout petit peu l'idée de pousser le développeur à avoir des qualités et des résultats optimaux, en même temps savoir que c'est une menace pour lui? Merci. Merci pour la question. Donc sur Google, qui effectivement a fait des coupes assez importantes dans ses équipes, moi je vois ça comme une opportunité. Si quelqu'un travaillait à Google et finalement est disponible aujourd'hui, peut-être qu'il va créer sa start-up et qu'il va créer des richesses absolument extraordinaires. Donc en fait, il ne faut pas voir nécessairement l'avenir comme étant le but nécessaire, c'est d'aller travailler pour une grande entreprise déjà établie. Le monde évolue très rapidement. Et donc, finalement, aujourd'hui, si vous êtes un jeune talent africain, que vous avez du savoir-faire en développement, oui, comme vous dites, l'IA va pouvoir faire beaucoup de développement, mais l'IA ne va pas pouvoir créer une start-up au Sénégal ou ailleurs. Et moi, je vois énormément d'opportunités. Aujourd'hui, je vais même être beaucoup plus direct avec vous. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de problème de financement des startups en Afrique. Le seul problème qu'on a, c'est que nous n'avons pas suffisamment de projets de très grande qualité. Moi, je connais énormément d'investisseurs internationaux qui cherchent à financer des jeunes Africains. La situation a beaucoup évolué d'ailleurs les 10 dernières années. Nous, quand on a commencé un Stadip, c'était quasiment impossible de se faire fonder. Je vois qu'ici, il y a des fondateurs tunisiens aussi. Donc, c'était la croix et la bannière auparavant. Mais ce n'est plus le cas. Donc aujourd'hui, il y a une vraie opportunité de créer des richesses exponentielles si vous utilisez l'IA comme un outil et vous créez votre propre projet. Et si vous êtes passé par un des géants, tant mieux, parce que du coup, sur votre CV, vous avez une référence de très grande valeur. Mais donc, il faut voir ça plus comme une opportunité, et plus comme un signe que le monde change. Et pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas les Google de demain en Afrique? Donc, c'est ça l'opportunité. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Karim Beguir, pour cette conférence.